Bonjour et bienvenue dans ce 100% janvier numéro 19. Un 100% janvier, eh bien avec Claude Janvier, quelle surprise. Bonjour Claude, Ah comment bah oui. vas-tu? Eh bien bonjour Alexis, c'est vrai que c'est une surprise, un 100% janvier avec Claude Janvier. Ah Ah! oui, mais il y a que sur Divergence politique qu'on fait des surprises comme ça. Voilà. Alors là, tu vois, je suis jaloux parce que ton mug, là, le mug de divers, je ne l'ai pas. Et voilà, il va C'est falloir parce que je que. vienne te voir, mais c'est un peu Ah oui. loin, hein, c'est un peu loin en ce moment. Ouais, mais attends, il y a une petite surprise, c'est que tu n'as pas tout vu. C'est que quand on le tourne, mec, Divergence, Great Again. Et voilà, et Voilà. voilà, et voilà, et voilà. Et c'est, voilà. Bon, eh C'est ce ben, qui fait toute la différence. Voilà. je ne suis pas pistonné sur ce coup-là, je ne suis pas pistonné, j'en suis Ça fort va. mari. Ouais, ça va venir, Claude. On va être heureux de t'accueillir prochainement sur Moscou. En attendant, aujourd'hui, vous le voyez sur cette affiche, le thème central dont tu vas nous parler, c'est la prise de guerre des réseaux Soros et de l'Union européenne. C'est le fait d'avoir récupéré la Hongrie désormais, anciennement de Orban, désormais de Peter Magyar. Alors, son nom, pour un Hongrois, on l'invente pas. Voilà, C'est Peter vrai. Magyar, donc, qui dimanche à ma surprise, puisque moi sur Divergence en direct avec Xavier et Fabrice, je dois faire mon mea culpa parce que j'avais dit que je ne croyais pas à sa victoire. Eh bien, force est de constater qu'il a gagné et que l'élection n'a pas été contestée par Viktor Orban. Exact. Alors effectivement, c'est un coup dur pour la Fédération de Russie déjà, puisque Viktor Orban, c'était quand même un empêcheur de tourner en rond au sein de l'Europe, hein. Et là, je parle évidemment pour l'Ukraine, puisque c'était lui, et souvent même que lui d'ailleurs, qui s'opposait au diktat d'Ursula von der Leyen. Il n'était pas d'accord avec l'envoi de 90 milliards d'euros supplémentaires à l'Ukraine. Il soufflait, il n'hésitait pas à souffler dans les bronches, entre guillemets, à Volodymyr Zelensky. Donc il est vrai que malheureusement, force est de constater que, encore une fois, je pense que la majorité des gens, en fait, n'approfondissent vraiment pas assez la politique. C'est-à-dire, ça faisait 16 ans, je crois, que Viktor Orban était au pouvoir. Et je connais un peu les gens, qu'ils soient français ou les autres, ça peut être très versatile. Et tout d'un coup, on va avoir un petit coup de changement, il est jeune, il a une belle tête, il présente bien, allez-y. Non, mais je suis sûr qu'il y en a qui ont voté certainement dans ce sens-là. Le problème, c'est qu'ils auraient dû regarder un peu plus parce que Magyar, c'est quand même un homme pro-UE, pro-OTAN. En plus, il a un passé qui est pas tout à fait net, hein. Il y aurait quelques affaires de drogue et puis il y aurait une sextape avec, il sera accusé plus ou moins de viol, enfin, ou aussi de violence physique sur son épouse, je crois. Donc c'est loin, il est loin d'avoir la prestance en privé qu'il affiche en public. En tout cas, là, ce qui est grave, effectivement, c'est que la Hongrie va basculer dans l'UE, dans l'OTAN. Et malheureusement, alors les Hongrois vont découvrir ce que c'est que la magie, entre parenthèses, woke et puis LGBTQ+. Hein. Jusque-là, ils étaient un peu épargnés et même beaucoup épargnés par Viktor Orban. Ils vont avoir les joies de découvrir l'asile psychiatrique à ciel ouvert occidental, c'est-à-dire avec tout ce que ça peut comporter. Bon, Alors, Magyar, Peter Magyar, effectivement, tu as adressé son portrait en tant qu'homme. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand même, c'est pas l'ami qu'on souhaiterait avoir, très clairement. non, C'est pas non plus le mari qu'on souhaiterait avoir si on est une épouse, puisque visiblement, il a fait preuve de violence, ce qui a été démontré. oui, Hein. oui, Il y oui. a eu des rapports de police, etc. Donc, c'est une personnalité qui a démarré justement dans l'ombre politique de son épouse, qui était à l'époque, elle, très importante autour de Viktor Orban. C'est comme ça qu'il est arrivé en fait dans le parti de Viktor Orban. Et puis, eh bien, quand il a pris un petit peu de stature, on va dire, il n'a pas hésité à trahir Viktor Orban pour Oui. monter son propre parti. Euh, c'est un homme quand même assez singulier, puisqu'effectivement, c'est quelqu'un qui s'est caractérisé politiquement sur le fait d'avoir une contestation. En tout cas, il critiquait Orban notamment sur la corruption, sur des questions de troubles
sur les comptes du parti de Viktor Orban, alors que lui-même est extrêmement attaqué, notamment sur ces questions, d'argent en Hongrie. Donc voilà. Et enfin, je dirais, pour finir le portrait de ce jeune homme de 45 ans, quelqu'un qui arrive le soir de sa victoire, qui arrive sur le podium accompagné d'Alexander Soros, fils du triste célèbre Soros, qui reçoit comme premier message d'encouragement ceux d'Ursula von der Leyen, d'Emmanuel Macron. Oui, ça sent mauvais. De Zelensky, j'allais oublier, et de Zelensky, ça doit nous donner quand même une idée à peu près sur qui est cet homme. Voilà, je parle de la personne. Voilà. Ça sent mauvais pour la Hongrie, ça sent mauvais pour l'Europe et ça sent mauvais pour nous Oui. autres qui voulons sortir de l'OTAN. Ça, c'est clair. Claude, j'ai une question. On a abordé cette question dès lundi sur Divergence Poétique, notamment via un article que l'on a publié. La question, elle est aussi celle de savoir si le soutien de Donald Trump, et notamment de J.D. Vance, qui était venu la semaine d'avant les élections, notamment qui avait pris son téléphone pour parler à Donald Trump au micro lors d'une conférence, est-ce que ça n'était pas contre-productif? On voit qu'en Europe, quand même, il y a de plus en plus, même chez les patriotes, beaucoup d'amertume et d'hostilité à Donald Trump et sa politique. Ah ben, c'est évident que ça a été contre-productif. Il est bien évident que Trump, jusque-là, s'était fait élire en tant que président de la paix. Forcé de constater un peu en moins de 2 ans, hein, puisqu'il fait même moins de 2 ans qu'il est sur le trône, entre guillemets. Il est quand même le président de la guerre, hein, et il nous a fait le Venezuela, il nous a fait Iran 1, et là, il nous a fait Iran 2, et peut-être même il ira faire Iran 3. Affaire à suivre, donc il bloque le détroit d'Ormuz, enfin bon, bref. Donc, il est bien évident que venir appuyer Viktor Orban alors que sa cote de popularité internationale à Donald Trump est en train de descendre beaucoup, il est évident que ça n'a pas aidé. Et c'est certain, et ça a été un élément aussi qui a dû jouer, et c'était très contre-productif, effectivement. Voilà. Même auprès de sa groupie numéro, j'allais dire même auprès de sa groupie numéro 1, Mélanie, qui est en bisbille avec Trump par message interposé. Trump n'ayant pas apprécié en fait la remontrance de Mélanie sur les propos honteux d'ailleurs de Trump sur le pape. Ah oui, sur le pape, oui, absolument. Voilà, où Trump a répondu oui, mais enfin sans moi l'Italie serait rasée nucléairement par l'Iran. Quelle idée complètement stupide, mais bon. Voilà. Et Mélanie lui a rappelé quand même donc dans une réponse au tweet de Donald Trump que le seul pays qui avait la bombe nucléaire et qui l'avait jusqu'à présent utilisée, eh bien, c'était qui? C'était les États-Unis, bien entendu. Voilà. Mais oui, effectivement. Belle réponse de Georgia Meloni. Pour une fois, effectivement. Allez, on va faire un petit peu un programme inversé de ce qu'on a l'habitude de faire ensemble. On va parler d'international et puis on reviendra sur la France après. On va parler, Claude, avec toi, de l'Ukraine. Alors, tu voulais nous raconter quand l'ambassade d'Ukraine à Bruxelles fait interdire le film d'Alexandre Pénas, du média Kéros sur le Donbass. Qu'est-ce qu'on peut raconter de cette histoire ? C'est quand même une chose incroyable parce qu'avec mon ami Alexandre Pénas, donc nous étions avec Lucien Cerise aussi, nous étions les 3 francophones invités donc dans le Press Tour qui a été organisé en mi-septembre l'année dernière. Donc Alexandre a beaucoup filmé, je le sais, j'étais présent. Il a interviewé beaucoup de gens, il a interviewé des gens dans la rue, il a interviewé des universitaires, il a interviewé des soldats, puisque nous avons rencontré quand même tout un tas de gens. Il en a fait un film et il l'a quand même fait en un temps assez record, je dirais, pour un film de cette qualité. Je l'ai vu, son film. Et franchement, c'est un très beau film. Ce film s'appuie en plus sur des sources incontestables. C'est-à-dire déjà, il s'appuie sur Le Monde, sur BFM TV, sur Euronews. Donc déjà, on ne peut pas l'accuser de complotisme.
Et il s'appuie sur les interviews qu'il a réalisées pendant que nous étions immergés 3 jours à Donetsk et puis à Gorlovska, Mariupol, etc. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que son film s'intitule en plus Ukraine-Russie derrière le rideau de fumée. Et en fait, son film, il se termine, c'est un appel à la paix. C'est juste un appel à la paix. Eh bien, donc, quand il a voulu le projeter à Bruxelles, puisque Alexandre Pénas est belge, hein, donc, voilà, eh bien, l'ambassade d'Ukraine a censuré son film. C'est-à-dire, elle est intervenue auprès du Parlement bruxellois pour dire, bah non, il faut pas qu'Alexandre Pénas diffuse son film. Et ce qui fut fait, en fait, Alexandre a réussi à le projeter en privé, où il a eu du monde d'ailleurs, mais quand même, ce qui veut dire qu'une ambassade étrangère, qui n'est même pas dans l'Europe, c'est-à-dire que l'Ukraine ne fait pas partie de l'Europe, est intervenue, et là, bah, le Parlement bruxellois a dit amen. C'est fou quand même pour censurer son film. Alors le problème, c'est que alors, il y a l'ambassade d'Ukraine qui est intervenue. Il y a aussi une ONG para-étatique dont j'ai oublié le nom, mais justement, peu importe, comme ça leur fera pas de pub, et une espèce de militante pro-Zelensky, youtubeuse, etc., que je ne citerai pas le nom non plus, c'est pas la peine de leur faire de la pub. Le problème, c'est que ça s'exporte. Cette censure s'exporte, puisque Alexandre devait aller au Portugal, à Coimbra, à Lisbonne, et je me rappelle plus la troisième ville. Donc là aussi, l'ambassade d'Ukraine au Portugal a fait pression. Donc il a pu le diffuser une fois ou deux, mais pas entièrement dans la totalité du parcours qu'il avait prévu. Et il doit diffuser son film à Bologne en Italie. Et là encore, l'ambassade d'Ukraine en Italie fait pression auprès de la mairie de Bologne pour que son film soit censuré. Non mais je veux dire, on marche sur la tête. Alors surtout que quand même, la censure préventive, c'est interdit. C'est vraiment interdit par déjà l'article 25 de la Constitution belge. Donc déjà, le Parlement bruxellois est dans l'illégalité la plus totale en ayant interdit son film, et par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc je veux dire, il n'y a pas photo. Mais nous sommes en Europe où la liberté d'expression, comme tu le sais, mon cher Alexis, est de première qualité, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est quand même assez incroyable et ça méritait d'être cité parce que là, quand même, ça m'énerve. Et franchement, ça m'énerve. Voilà, tout simplement, ça m'énerve. Je suis surpris que tu penses encore qu'il y ait une liberté d'expression en Europe. Écoute, c'était de l'humour un peu décalé. Alors, pour continuer avec l'Ukraine. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Zelensky fait pression donc sur des députés récalcitrants. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, en pleine séance plénière à la Rada, il a menacé les députés récalcitrants. Il a eu cette phrase magnifique: nous devons neutraliser un maximum ceux qui souhaitent une crise parlementaire. Sans blague. Donc, il avait déjà interdit les partis politiques d'opposition. Alors, il faut reconnaître qu'au fil du temps, bon, les partisans quand même des partis d'opposition sont devenus toujours plus ou moins opposants, mais sont restés opposants. D'ailleurs, l'ancien président Poroshenko, qui a été soumis quand même à des sanctions depuis 2019. Mais donc le dernier carré des députés fidèles à Zelensky s'amenuise de plus en plus. Et là, tout d'un coup, il n'a pas aimé. Il a dit stop. Maintenant, on va neutraliser. Nous devons neutraliser au maximum ceux qui souhaitent une crise parlementaire. Ça veut dire, sous-entendu, député d'opposition, gare à vous, parce que là, ça va chauffer. Toujours sympa, cet homme, Zelensky. Ouais. Avec son costume vert de gris repoussant, c'est incroyable quand même, hein. Incroyable. Enfin, voilà. C'est l'homme du bien, c'est l'homme du bien choisi par l'Europe. Donc, encore une fois, là, c'est pareil. Tu parlais tout à l'heure de la paix, mais la paix, en fait, ne rapporte pas d'argent. Non. Pour le documentaire, ça n'a pas d'intérêt de promouvoir un documentaire sur la paix ou de promouvoir quelque initiative qu'il soit sur la paix
puisque tout le but étant de garder cette guerre active. Alors pour Absolument. ceux justement qui disent mais qu'est-ce que me raconte encore Claude Janvier, où est-ce qu'il a tiré ces informations? Ben là c'est pareil, là on va prendre des médias de grand chemin. Le Monde, voilà, Le Monde, voilà, qui parle des tensions entre ses parlementaires de sa majorité, etc. Bon, voilà. Encore une fois, Claude, malheureusement, tu n'inventes rien. Voilà, certains Ah disaient, oui. bon, Eh vous non, êtes, eh non, comment, eh non. vous Eh êtes des propagandistes ou comment on dit, des gens qui affabulent. Eh bien non, il suffit même de lire non. la presse euh, j'allais dire presse Mainstream. corrompue. Ouais, mainstream, merci. Voilà. Allez, on reste au niveau mondial. Enfin, on va rester sur l'Europe parce que finalement, il y a tellement de choses fantastiques dans cette belle Europe que ça sert à rien d'aller plus loin. Pays-Bas, offensive du woke. Le Ah mouvement ouais, woke fait son ah grand retour ouais. Ouais. avec un nouveau guide linguistique notamment. Alors, parle-nous-en. Ah bah oui, alors là, quand même, là, je suis tombé sur une brève et là, heureusement, j'étais assis quand même. Je me dis, waouh, Mm. quand même, à Amsterdam, la ville underground, waouh, eh ben, mon vieux. Alors, Martin Bosma, un député néerlandais du Parti de la Liberté, donc lui, il dénonce le nouveau guide linguistique du ministère de l'Éducation des Pays-Bas. Et alors, tiens-toi bien, Nicolas, voici ce qu'il déclare. On n'a plus le droit d'utiliser le mot blanc. Basta. Noir, le mot noir doit prendre une majuscule. Bon. On n'a plus le droit de dire flux de réfugiés. Terminé. L'âge d'or n'est plus acceptable non plus. La fête des mères est considérée comme offensante. Oh, bah alors là, ça, et cerise sur le gâteau, monsieur ou madame n'est plus autorisé non plus. C'est-à-dire, tu dois juste dire bonjour. Tu vois un monsieur, bonjour. Tu vois une dame, bonjour. Tu vois une demoiselle, alors demoiselle, c'est encore pire, bonjour. Bref. Et là, tu te dis, waouh, l'asile psychiatrique à ciel ouvert. Allô, les urgences psychiatriques? Il va falloir intervenir. Là quand même, waouh. Voilà, c'est les Pays-Bas. Les Pays-Bas, le pays. Eh ben, les Hollandais, franchement, ma foi. Après avoir légalisé le cannabis, où ils s'en sont mis plein les poches, où ils continuent à s'en mettre plein les poches. Parce que souvent, on m'a demandé, on m'a dit, mais ouais, les Pays-Bas, vous avez vu comment ils se débrouillent bien? Oui, ils sont bien débrouillés parce qu'ils ont légalisé le cannabis. Donc, en fait, toute l'Europe vient acheter de la cam, vient acheter du cannabis aux Pays-Bas. Merci. Et alors, eux, gling, gling, ils empochent. Après, la réussite des Pays-Bas, bah oui, c'est peut-être un pays qui économiquement va pas mal, mais leur réussite, c'est beaucoup parce qu'ils ont légalisé le cannabis et qu'ils font un sacré business avec. Mais ça, faut pas le dire. Ouais. Alors, il n'y a pas que les Pays-Bas. Ceci étant, c'est bien gentil de parler des Pays-Bas, mais on peut parler de nous aussi. En France, eh bien, c'est Anne Hidalgo qui est rattrapée par la justice après son départ de la mairie de Paris. Eh oui, Madame Hidalgo, de toute façon, elle est en tourmente judiciaire, là. Elle est en pleine tourmente judiciaire parce qu'il y a une attribution d'un marché public de 1,5 million d'euros en Mhm. 2025 qui pose un petit souci au PNF. PNF, c'est le parquet national Français. financier. Financé, pardon. Financier. Oui, français, bien sûr, mais financier. L'édile aurait empêché la publication de rapports du service de l'inspection générale. Parce qu'en fait, voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une cérémonie, elle a organisé une cérémonie officielle, elle a organisé ça en novembre 2025, en mémoire aux attentats du 13 novembre 2015. Donc ça faisait 10 ans, elle s'est dit, bon, je vais faire une cérémonie officielle commémoration. Jusque-là, pas de problème. Sauf que le contrat, au lieu de faire un appel d'offres classique, etc., le contrat aurait été attribué direct à la société TRE, qui était une société conseil dirigée par un certain Thierry Reboul, qui lui-même d'ailleurs avait orchestré les cérémonies des Jeux Olympiques à Paris. Oh ben tiens donc. Donc, Madame Hidalgo, elle aurait maintenu donc effectivement des rapports internes sur ce sujet. Donc, il y a eu perquisition du PNF
à l'hôtel de ville. Et là, elle en est fort Marie, la dame. Surtout qu'elle est plus protégée maintenant. Je ne sais pas ce qu'elle fait d'ailleurs, et peu importe, on s'en fout d'ailleurs. On Mais espère bon, surtout qu'elle paie rien, hein, ça nous arrangerait. oui, voilà. Donc, ça s'ajoute à d'autres controverses entourant sa gestion polémique pour pas mal de frais de représentation. On en avait déjà évoqué, me semble-t-il, entre 2020 et 2024. Donc, effectivement, pour l'instant, elle a la présomption d'innocence. On va pas, hein, on va respecter la chose. On verra la suite. Hein, mise en examen, peut-être, je ne sais pas. Affaire à suivre. On va prier fort, en tout cas. Tu vas brûler. Alors là, il faudra brûler peut-être pas un seul cierge. On va brûler une caisse Je de suis cierge prêt, pour je être sûr. suis prêt à embrouiller des Une, caisses de une Serge. caisse. Une Euh, caisse. alors, également, tu voudrais nous parler du gouvernement qui va s'attaquer aux arrêts maladie courts et répétitifs, c'est-à-dire de 2 à 3 jours. Voilà. Alors bon, effectivement, il y a le pour et le contre. Le fait est que moi, pour avoir été un petit patron, je reconnais que je tombais des fois sur des salariés qui me faisaient le coup, c'est-à-dire du style, ils me disaient au revoir la veille et le lendemain, ils n'étaient pas là. Et le surlendemain, je recevais un arrêt de travail pour dépression. Alors, évidemment, il m'avait quitté la veille avec un sourire en tranche de cour. Je me dis quand même, tomber en dépression en quelques heures, moi, je veux bien, mais bon. Bref, ça, c'est l'envers du décor. Ceci étant, là, quand même, la ministre de la Santé, Madame Rist, donc, veut donner un tour de vis. Bon, déjà, donner un tour de vis sur ce sujet, bon, elle ferait mieux de s'occuper des 4 millions de cartes vitales qui circulent quand même en trop. En France, il y a quand même 4 millions de cartes vitales qui circulent en trop. Je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, bref, passons. Alors, ça, c'est quand même un problème. Alors, elle dit, bon, ouais, de toute façon, ça nous coûte quand même 18 milliards. Ça nous a coûté, les indemnités journalières en 2025, ça nous a coûté 18 milliards d'euros. Ouais. D'accord. Donc le gouvernement veut faire des économies. Bah, si le gouvernement veut faire des économies, qu'ils arrêtent déjà d'envoyer du pognon à l'Ukraine et qu'ils arrêtent déjà de faire 200 milliards de cadeaux fiscaux chaque année aux grands PDG du CAC 40, hein, aux grandes sociétés du CAC 40. Hein. C'est quand même ça se subdivise en subventions publiques, en exonération fiscale et en fameux crédit d'impôt. Donc déjà, s'ils veulent faire des économies, qu'ils nous lâchent les baskets et qu'ils aillent voir ailleurs. Bref, donc là, mais c'est une logique de suspicion qui est entretenue. Alors après, il y a pire, mon cher Alexis. C'est que dans le sillage de ce que je viens d'évoquer, l'Assemblée nationale a adopté mardi 7 avril, donc c'était récemment quand même, un projet de loi intégrant une mesure choc. Et la mesure choc, c'est une suspension automatique des indemnités de la sécurité sociale en cas de contre-expertise médicale négative mandatée par l'employeur. Et là, je suis resté quand même, j'allais dire, sur les fesses. On va être pas employer une expression grossière. Parce que je me suis dit, alors attends, on a une médecine là, on va avoir deux médecines. On va avoir la médecine des employés et la médecine des employeurs. Mais moi, je sais pas, pour moi, un médecin, c'est le serment d'Hippocrate, c'est il veut soigner des gens, peu importe s'ils sont employés ou s'ils sont employeurs. Et bien là, ça c'est intéressant. Ça veut dire que si quelqu'un un arrêt de travail, un accident ou peu importe, il y aura donc le médecin employé, mais ça sera une contre-expertise par le médecin mandaté par l'employeur. Non mais là, c'est forcément en conflit d'intérêts, évidemment. Enfin, on n'est plus dans la médecine là, on est dans un conflit d'intérêts. Donc, bienvenue dans le monde de la santé rentable. Alors, autre sujet que tu as souhaité dialoguer avec nous, on va parler de notre ami qui était venu d'ailleurs. Hop là, voilà, j'ai affiché ici, qui était venu d'ailleurs sur Divergence Politique, le député Charles Aloncle. Ah, Charles Allonge. Charles, notre ami Charles, que moi je connais bien depuis longtemps, puisque lui était aux Jeunes Républicains à l'époque, quand moi j'étais responsable de section sous Fillon pour la Russie des Républicains. Donc, tu vois, ça fait quelques années qu'on se connaît. Charles, et ça c'est sorti dans le JDD, qui s'inquiète en fait et Oui. que son rapport
ne soit pas finalement publié. Son rapport sur l'audiovisuel public, bien entendu, ne soit pas publié. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de Je cette situation? voulais rappeler les faits parce que déjà, il a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup Ah oui. travaillé, et Mais franchement, c'est un gros travailleur en plus, hein, Charles. chapeau, parce que autant il y a des députés qui en, allez, j'allais dire, qui en branlent pas une, je vais le lâcher, Oui. autant il y en a d'autres, ils bossent. Et là, je reconnais qu'il a beaucoup travaillé, ils ont beaucoup travaillé parce qu'il n'était pas tout seul. Il y a quand même 4 mois d'audition qui ont été tendus. Il y a quand même eu 67 auditions, 234 protagonistes entendus. Là, il y a quand même un travail énorme. Il s'est pris, Charles Aloncle, un déchaînement médiatique contre lui. Et effectivement, il redoute une non-publication. Il faut savoir que la consultation du rapport va avoir lieu entre le 22 et le 24 avril. Et puis, il y aura le vote décisif le 27 avril pour sa publication. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de rejet, c'est-à-dire en cas de rejet le 27 avril, le document ne serait pas publié. Donc, ce qui veut dire que tout ce travail aurait été fait pour rien. Et il s'inquiète, et je pense qu'il a raison de s'inquiéter, parce qu'il doit y avoir beaucoup de pression en interne pour que ce rapport ne voit jamais le jour, puisque Delphine Ernotte et tout ce petit monde de bobos gauchos qui s'en sont mis plein les poches dans l'audiovisuel et qui continuent à s'en mettre plein les Oui, poches j'allais dire d'ailleurs. pourquoi tu parles au passé. Euh, Oui, et qui continuent. Mais là, Delphine Ernotte, elle est un peu moins souriante. Elle fait quelques apparitions. On sent elle est un peu chagrinée quand même, un peu ouais, chafouin ouais. là. Et au niveau de ces prises de taxi, comment ça se passe? C'est toujours aussi dispendieux? Oui, bien sûr. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas si aujourd'hui c'est toujours aussi dispendieux. Je pense qu'elle a peut-être dû se calmer, elle a dû se dire, bon, on va peut-être faire attention, on va peut-être diviser un peu les notes de taxi. Mais bon, donc voilà, je voulais saluer son travail à Charles Aloncle et je voulais saluer effectivement son courage. Mm. Bravo à lui, parce Ouais, que ouais. ça méritait, ça mérite des encouragements. Voilà. Ça mérite des encouragements. Et puis, Charles a absolument raison. C'est l'argent public, c'est notre argent à Oui, nous qui absolument. finançons. Alors, je parlais des taxis, mais c'était l'histoire de ces notes de frais de taxi, de ce remboursement de frais de taxi. C'est vraiment comment le sommet de l'iceberg, comme on dit, parce que véritablement, il y a des centaines de milliers d'euros, notamment sur les frais, comment on appelle ça, de petits fours et de Ouais. voilà, pour les caterings et les buffets en amont ou après les émissions. Je ne sais pas si c'est avant, après ou à peu près avant et après. Enfin voilà, il y avait des gamejis notamment sur les boîtes de production. Enfin, tout ça financé avec notre argent, chers amis. Merci France Télévisions, hein, voilà. Et puis ben, merci Macron, forcément, accessoirement, puisque c'est lui qui nomme également à la tête la directrice. On reste toujours. Oh non, on reste pas vraiment en France. On va parler de la BCE et tu veux nous parler un petit peu de cette course effrénée à la succession d'une autre personne issue des LR d'ailleurs. Où est-ce qu'est ma vignette? Je perds mes vignettes à moi ce soir. Où est ma vignette? Voilà, elle s'affiche. Non, pas du tout. C'est pas Zelensky qui était à la tête de la BCE. Autant pour moi. Non, Zelensky, pas encore à la tête de la BCE. Pas Ça encore, viendra ça va peut-être, venir. mais pas Voilà. encore. Pas C'est un encore. scoop. C'est un scoop divergence politique. Et non, bien entendu, c'est Christine Lagarde, une ancienne républicaine d'ailleurs, elle aussi. Comme quoi tout le monde part des Républicains. Alors elle a trouvé un bon poste, c'était à BCE, présidente de la BCE. Ceci dit, désormais, il y a la guerre, les couteaux sont tirés entre les différents candidats à la succession. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot justement sur cette fameuse course à la BCE? Bah oui, parce qu'en réalité, Christine Lagarde donc n'exclut pas de partir avant fin octobre 2027, date butoir pour elle, et elle l'avait déjà annoncé, donc elle va partir. Alors en revanche, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est en discussion pour prendre la tête, et je te le donne en mille, Alexis, du Forum économique mondial à Davos. Oh, on aurait Christine Lagarde à la tête de Davos. Eh oui, elle se place, la dame, hein. Alors, il y a évidemment beaucoup de pays qui convoitent de l'UE, j'entends bien évidemment, de prendre sa place à la tête de la BCE. Bon, la France,
aura du mal à placer quelqu'un de français, un citoyen ou une citoyenne française, parce que ça fait quand même 2 fois qu'il y a des Français qui président la BCE, puisqu'il y a eu Trichet et donc Lagarde, donc ça risque d'être un peu compliqué. Ceci étant, il y a un remodelage au sein de la BCE en ce moment et qui va s'étaler jusqu'à fin 2027. Donc, il faut rappeler quand même qu'en 2027, on sera en pleine élection présidentielle, nous, avec Macron. Enfin, avec Macron en tant que candidat. Hein. Enfin non, il sera plus candidat. On sait Mais jamais. on ne sait jamais. Voilà, c'est pour ça que je le mets un peu entre guillemets. Et il y aura les législatives en France, suivi des législatives. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le chef économiste irlandais Philippe Lane qui va partir en mai 2027. Il y a Isabelle Schnabel qui est une Allemande qui, elle, a un poste très important puisqu'elle est elle préside le directoire et elle part en décembre 2027. Et il y a l'Espagnol Luis de Guindos qui, lui, part en mai 2026, qui risque d'être remplacé par Boris Vujic, qui est le gouverneur de la Banque centrale de Croatie. Bref, tout ce petit monde, c'est un microcosme, hein, la BCE, mais en tout cas, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on risque de se retrouver avec Christine Lagarde à la tête du WEF. Alors là, je me dis, eh ben là, on a encore quelques cheveux blancs à se faire. Bon, ça tombe bien, moi j'en ai beaucoup. Toi, Alexis, pas encore. Donc, écoute, fais Non, attention. je triche. Allez, puisqu'on triche, on va parler de tricheurs. On va parler de notre fameux think tank. On en avait parlé lors de ta dernière émission, Ouais, Claude. ouais. Le fameux DRAC, ce think tank de gauche, très à gauche, Voilà, voilà. voilà. Qu'est-ce qu'on. Alors, Alors, eux ont décidé d'avoir une journée spéciale. Je crois que c'était c'était samedi. samedi. C'était samedi dernier. J'ai pas pu y aller parce que pour Dommage. beaucoup de raisons. Puis je sais pas si j'aurais été invité de toute façon. Pas sûr, hein, et même pas évident. En tout Invité, cas, invité, c'est certain que tu ne l'aurais pas été. oui. Bienvenue, ça, c'est pas sûr. Ouais, j'aurais presque essayé de tenter le coup, mais je l'ai pas fait. J'ai pas pu. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette fameuse journée quand même du samedi, donc 11 avril, hein, c'était une journée entière. Donc, il y a eu un mot d'introduction du président des GRAC qui s'appelle Bernard Spitz. Alors, amis internautes, peut-être que ce nom vous dit rien, mais Bernard Spitz, il incarne vraiment ce qu'on pourrait appeler l'État profond. Il est membre, il fait partie de l'État profond français, hein, puisque l'État profond en France et comme ailleurs d'ailleurs est composé de la haute sphère publique et de la haute sphère du privé. Donc Bernard Spitz, oui, il a été haut fonctionnaire d'État, il est dans le privé maintenant. Et très vite, son curriculum vitae, 1986, pardon, il était donc au Conseil d'État. 1988, il était conseiller du Premier ministre à l'époque, Michel Rocard. Et oui, quand même. De 1992 à 1996, il présidait Canal+. Ensuite, de 96 à 2000, il a été secrétaire général de la mission interministérielle pour le e-business. Des années 2000 à 2004, il a été directeur stratégie chez Vivendi. En 2008, Sarko lui confie l'organisation des États généraux de la presse. Oui, quand même. Et de 2008 à 2019, il a présidé donc la Fédération nationale des assurances qui s'appelle la FFSA. Voilà. 2009, il a fait une petite apparition au MEDEF et aujourd'hui, il est au conseil d'administration de l'ICAD, grosse société depuis 2020. Il est membre du conseil à titre indépendant d'Air France, quand même, et il est membre du conseil d'administration de l'école alsacienne. Ah bah, il est pas mal, hein? C'est pas mal, hein. C'est pas. Oh, ça va. Il a un bon CV, il colle bien avec l'état profond. Alors, Voilà. à part ça, donc, il a fait son mot d'introduction cette fameuse journée à 9h du matin. 9h05, là, ça se gâte. Le grand entretien avec François Hollande, ancien président de la République. Madre de Dios. Donc, voilà, il a eu droit à ses 15 minutes de bonheur, François Hollande, où il a plu, je ne sais pas ce qu'il a dû déclarer, mais peut-être que j'aurai un retour un peu plus tard. Affaire à suivre. 9h20, le thème 1, la situation financière du pays. Comment gérer le mur de la dette et des déficits?
Alors, à chaque fois, c'est animé par quelqu'un. Il y a des grands témoins, ce qu'ils appellent des grands témoins. Et les invités politiques pour ce sujet difficile, Édouard Philippe, ah, mon Dieu, il manquait plus que lui. Éric Lombard, l'actuel ministre à Bercy. À 10h30, le thème 2. On a la vie quotidienne des Français. Quels sont les attentats? Je reprends. Quelles sont les attentes des Français? Leurs priorités? Comment ont-elles évolué? Quels arbitrages sont-ils prêts à accepter? Eh bien, les grands témoins, donc, on s'en fout des grands témoins, mais les invités politiques, là, c'est quand même intéressant. Elisabeth Borne, Gérald Darmanin. Bah tiens, que du beau monde, hein, je te disais, Alexis. 12 Ah, du heures beau quand monde. même. Que du monde. Moi, je trouve que Hein? du monde. C'est pas du beau monde, c'est que du Ouais, non, monde. mais du beau monde, t'as compris, hein, c'est de l'humour, On est d'accord. c'est du second degré, tu vois. Alors, 12 heures déjeuner, 13 heures reprise, il faut quand même pas, ils se sont enfilés quelques petits fours rapides. Thème 3, les investissements pour l'avenir. Comment retrouver notre rang concernant l'innovation, la recherche, l'éducation et l'enseignement supérieur? Toujours pareil, animé, grand témoin. Invité politique, Marine Tondelier, oh l'écolo de service, et Gabriel Attal. Ah, ben il manquait plus que lui non plus, tiens. Voilà. Alors ensuite, on arrive au thème 4, les flux migratoires, l'intégration et le vivre ensemble. Alors, faire société à l'heure du repli identitaire, point d'interrogation. Et là, les invités politiques, je te le donne en mille, Alexis. Jean-Noël Barrot. Oh, Ouais. oh, Ah, bah, le copain oh. de Xavier, d'accord. Ah, bah voilà, le copain de Xavier. Oh, Berger. Ah. Et Éric Lombard, encore. Alors lui, 2 fois quand même. Hein. Lui, je sais pas, il l'aime bien. Bon. Ou peut-être il est payé 2 fois. Va savoir. 15h30, on a le grand entretien avec la déesse du perchoir, Yael Braun-Pivet. Voilà. Là, eh ben oui, celle qui voulait Ça faire nourrir ressemblait, ses poules, ça l'affaire des ressemble quand même à un dîner de gallinacés. con. Hein. Ton, ton samedi là que tu nous décris, ça ressemble un peu à un dîner de con, mais au pluriel pour le coup. Ouais, mais le problème, c'est que, tu vois, ils sont en train de faire le casting, là. Ils sont en train d'étudier vraiment. C'est ça qui est fou, quoi. 15h45, et c'est le dernier thème de la journée, c'est le thème 5, c'est institution et état de droit. Donc, quelle réponse aux menaces sur l'état de droit? Et invité politique, Xavier Bertrand et Bernard Cazeneuve. Merveilleux. Fin de la journée à 17h. Oui, parce qu'attention, c'est du guignol, mais n'empêche que, alors j'ignore le nombre de gens qui ont été invités, qui se sont inscrits et qui ont parlé et qui ont regardé, mais il faut pas les prendre pour des nuls, les Grecs. Hein. C'est quand même eux qui ont poussé Emmanuel Macron via les réseaux au pouvoir. Hein. Faut le savoir. Hein. Là, je parle pas des financiers, je parle du réseautage. Donc là, ils sont en train de préparer 2027. Ils sont en train de préparer l'élection présidentielle de 2027. Voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Et tu peux compter sur moi, Alexis. Je vais suivre l'affaire. Ah ça, je n'en ai pas le moindre doute. On suivra de toute façon 2026. Eh bien, on sera tous sur le pont puisque ce sera l'heure de la révolte, je l'espère. Enfin, on n'a pas beaucoup de candidats, hein, si c'est pour mettre Bardella. En attendant, un petit coup de pub, bien entendu. Ah, c'est N'oubliez pas gentil, ça. qu'il y a un jeune auteur, un jeune Oui, écrivain oui, qui a écrit, qui vient de sortir son nouveau livre. Pourquoi oui, suis-je devenu un rebelle? On en a parlé notamment la semaine dernière. Vous pouvez oui. retrouver ce livre, bien entendu, partout hein, sur Amazon et compagnie, mais surtout et avant tout, s'il vous plaît, sur The Book Edition. Voilà, peut-être pas chez vos libraires. Je ne sais pas si tu es l'ami de tous les libraires, mais en tout cas, bah voilà. Et vous savez quoi? Allez C'est pas sûr. voilà, allez chez votre libraire, vous lui demandez de le commander. Il n'y Aussi. aura pas d'autre choix que de s'exécuter ou bien entendu, commandez-le sur The Book Edition. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Eh bien entendu, si samedi soir à 20h, vous ne savez pas quoi faire, eh bien, je vous le dis, ne cherchez plus, ça s'affiche. Poutine, un exemple pour la France, c'est l'entretien choc numéro 3 entre Xavier Moreau
et Alain Soral. Voilà, 2 heures d'entretien, 20h, 22h. Voilà, donc vous prenez votre petite soupe, vous vous mettez devant l'ordinateur et puis vous allez apprécier. Je peux vous dire qu'il y a des pépites. Il y a des pépites dans cet entretien choc numéro 3 entre Xavier Moreau et Alain Soral. Voilà, on va Animé, et ce sera animé par qui? Par toi, Alexis? Par Bibi, c'est voilà, enfin pas Bibi, pas le vilain qui est dans le sud. Non, mais ça on avait compris, oui. Non, pas le Bibi là-bas. Non, bah non. Pas le Bibi qu'on n'aime pas, voilà. Ouais. Non, ce sera animé par moi effectivement, par moi-même. Il y a vraiment des perles. On est revenu en longueur sur le chemin de Vladimir Poutine durant sa période au pouvoir. Et puis, bien entendu, on a parlé de la France. Est-ce que c'est un modèle à suivre? Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée. Je vous dis à samedi. Au revoir à tous. Au revoir Claude. Au revoir Alexis, amis internautes. Passez une bonne fin de semaine.